quand le Bitcoin était à 2000 $, je disais aux gens, Bitcoin va valoir 100 000. J'ai même des conversations. Si t'as pas la bonne équipe de vendeurs, t'as beau avoir le meilleur marketing, ça vend pas, ça vendra pas là. Tu peux tomber sur des cryptos qui vont faire x15, x20. Il y a tellement d'opportunités, on te dit tellement tout que tu sais même plus vers quoi aller, quoi. Au Canada ou au Québec, tu ne peux pas vendre du USDT à des clients. Dans Club Crypto, ce qu'on a bâti qui est vraiment exclusif, je crois, c'est qu'on donne beaucoup for free. Fait que le monde, il rentre, ils ont un masterclass de 45 minutes, ils ont une formation de démarrage, on leur montre comment ouvrir le ShakePay, on leur montre... Toi, c'est qui les personnalités qui t'inspirent dans la crypto, des personnes vraiment que tu suis énormément? De retour dans le podcast 1%, aujourd'hui je suis avec monsieur Alexandre Doyon. Je l'ai bien prononcé. Yes. Donc un expert en crypto-monnaie qui a réussi dans l'entrepreneuriat et qui se spécialise vraiment dans tout ce qui est rendement dans la crypto-monnaie. Mais c'est à toi de te présenter. Donc Alexandre, je vais te laisser te présenter qui tu es, qu'est-ce que tu fais, parlons un peu de toi. Good. Ben moi, premièrement, merci de m'accueillir à ton podcast. C'est super apprécié. Quand tu m'as écrit, j'ai regardé ce que tu faisais. Puis super sharp pour vrai, les invités que tu as. Très, très professionnel, très sharp. Fait que j'ai tout de suite accepté. Je suis vraiment content que tu m'aies amené ici. Fait que c'est ça. Fait que moi, c'est Alex, j'ai 30 ans. Je viens juste d'avoir 30 ans. Puis je viens de la Beauce. Je sais pas si c'est où la Beauce. C'est où la Beauce? Tu manques rien. Non, mais au vrai, c'est proche de Québec. Puis c'est très fier, tu sais, c'est une région, puis j'adore l'endroit. Fait que je viens de là. Puis très vite, moi, j'ai vu que j'étais un peu le mouton noir de la famille. Tu sais, ma famille c'est tous des emplois, ils ont tous eu des emplois traditionnels. Puis très vite, moi, comme à 16-17 ans, je commençais à vendre du linge sur Internet. Puis je faisais du e-commerce sans même savoir que ça s'appelait du e-commerce. Okay. J'achetais du linge en Chine, je le revendais. Puis à un moment donné, ben, j'ai réalisé assez vite que j'étais pas nécessairement bon à l'école, puis c'était pas une question d'intelligence, c'est une question que j'étais pas passionné. J'étais dans mes cours, je faisais des commandes de linge, j'écoutais pas le prof. Fait qu'à 18 ans, je me suis lancé en marketing de réseau. J'ai fait à peu près 7-8 ans de marketing de réseau pour connaître la crypto-monnaie dans ce cercle-là de réseautage. Puis quand j'ai connu le trading, j'ai connu la crypto, j'ai tombé en amour avec l'industrie complètement. Puis en 2016, j'ai décidé de me lancer là-dedans, fait 1 million d'erreurs pour finalement arriver à un beau bagage d'informations. Puis quand j'ai vu l'industrie du coaching a pris vraiment une effervescence dans les dernières années, j'ai regardé un petit peu le marché, j'ai dit OK. Puis t'as toujours le syndrome de l'imposteur de comment je me lance-tu, je me lance pas. Puis je regardais comme qui a osé le faire, le coaching en crypto au Québec, personne. Puis moi, je savais que j'avais des compétences plus qu'au moins 99,9% des gens qui me côtoyaient. Fait que j'ai dit, ça prend quelqu'un qui le fait, ça prend quelqu'un qui coach. Fait que j'ai décidé de me lancer, ça va faire 3-4 ans, pour on a bâti une belle communauté aujourd'hui. Vraiment intéressant, on va en parler de ta communauté. C'est l'université de la crypto ou c'est le club de crypto? That's the thing. C'est que là, dans le fond, on va vers un gros rebrand. Fait que c'est pour ça que j'ai amené mon hoodie aujourd'hui. Fait que là, t'es tout en avance, là, mais début janvier, on fait un événement. Puis on annonce le rebranding de la compagnie, dans le fond, parce que, comme on a parlé tantôt un petit peu hors podcast, on a fait l'acquisition, dans le fond, d'une plateforme d'échange. Fait que les gens vont pouvoir acheter, transiger de la crypto sur notre plateforme. Fait que, dans le fond, on fait l'annonce le mois prochain, mais ça s'appelle Coin Club. Donc, en ayant Coin Club, Crypto Club, on voulait comme créer un peu les tentacules. On voulait, tu sais, c'est comme Université Crypto, Coin Club, les gens font pas le lien, mais là, on veut pomper des clients d'un bord vers l'autre. Fait qu'on a décidé de vraiment comme tout mettre ensemble finalement. Okay. Là, l'exchange, on va le garder, on va y arriver après. Vas-y. Mais avant, ce que j'aimerais comprendre, c'est parce que justement, tu as été dans différentes sphères d'entrepreneuriat. Et c'est quoi qui t'a emmené vraiment à te spécialiser dans la crypto nécessairement? Est-ce que c'est vraiment avec l'entourage quand tu voyais du monde ou il y a quelque chose qui s'est passé de spécifique, tu as dit non, là, c'est bon, je me focalise dans la crypto? Bonne question. Ben, j'ai été en marketing de réseau longtemps, fait que je sais pas si tu connais un peu le MLM, mais tu sais, ça forge quelqu'un. Pour être honnête, moi je le dis tout le temps, si tu veux une école de la vie, si tu veux une école de l'entrepreneuriat, beaucoup de gens que je connais qui réussissent fort en business, tu leur poses la question, tu as déjà fait du MLM, ils te disent oui. Bon, ils en font peut-être plus une carrière aujourd'hui, mais ils ont goûté à quelque part dans leur vie. Fait que moi j'ai évolué là-dedans, je me suis bâti une personnalité à travers cette industrie-là, j'ai développé des skills de vente, etc. Fait que quand je faisais le marketing de réseau, j'ai rencontré quelqu'un qui s'appelle Samy, qui est un trader à Montréal. Puis je l'ai rencontré, il avait 17-18 ans, il faisait du trading. Puis au début, il commençait, il apprenait. Puis à un moment donné, je l'ai vu avoir du succès, mais du succès comme en 1 an, 2 ans, un succès massif. Puis moi, j'étais en train encore de vendre mes produits de santé. Puis à ce moment-là, je faisais 10, 15, 20 000 $ par mois, mais en travaillant 80 heures semaine, en faisant le tour du Québec. Puis là, à l'intérieur d'1 an, je l'ai vu faire un gros shift. Puis quand j'ai compris qu'il faisait ça avec le Forex puis le trading, moi, pour être 100% honnête, j'avais toutes les excuses du monde de... Je trouvais ça
quand tu fais du marketing de réseau, souvent, tu vois rien d'autre. Tu comprends? Pour la majorité des gens. Fait que j'avais tellement une vision focus sur qu'est-ce que je faisais, c'est que j'avais des œillères sur tout ce que je voyais autour. Mais quand que j'ai vu le succès qu'il y a eu, ça m'a titillé un petit peu. Puis après ça, quand j'ai vu le Bitcoin en 2016, j'ai dit, faut que je me lance là-dedans. Fait que j'ai démarré plus comme investisseur. Puis ensuite de ça, quand j'ai vu Samy puis tout son succès puis tout ça, j'ai dit, faut que j'apprenne le trading, faut que je me lance là-dedans parce que c'est pas vrai qu'en ce moment, cette personne-là, en un an, a un gros succès massif. Moi, ça fait 5-6 ans que je faisais de l'argent, mais je travaillais puis je voyais pas le bout qu'à un moment donné, j'allais avoir une business qui allait rouler sans moi puis tout ça. Fait que j'ai juste décidé de me lancer dans le trading, puis j'ai trouvé une passion. C'est pas aussi facile que ça en a l'air, mais c'est vraiment... Initialement, le trigger, ça a été ce gars-là, de voir... Ça a été une inspiration pour moi de me lancer dans le trading, dans la crypto. Puis après ça, j'ai décidé d'en faire une profession puis de le développer en coaching. C'est vraiment intéressant. Est-ce qu'il y a eu un moment clé qui s'est passé? Parce que souvent, dans la crypto, on a tous un petit moment où, ça y est, on a acheté notre premier Bitcoin, si tu as pu l'acheter, ou on a acheté nos premières cryptos, puis là, il s'est passé quelque chose. Est-ce que toi, tu as eu un momentum de quelque chose qui s'est passé, un moment clé qui te dit que là, c'est bon, là? Je vais dans la crypto. J'ai pas compris qu'est-ce qui s'est passé quand j'ai démarré en crypto, parce que moi, c'est mon buddy Max. Tu connais Maxime Rondeau, les gars de terrain? Il est ouais, ça me dit quelque chose. Ouais. Fait qu'à un moment donné, Max, c'est quelqu'un que je respecte énormément. Il est tout le temps à l'affût il vient de s'acheter un catamaran au Bahamas. Il fait du charter avec ça. Il est tout le temps en avant de tout le monde sur bien des secteurs. Fait qu'il m'appelle à un moment donné, il savait que j'avais un peu de liquidité. On faisait de l'argent, mais comme on faisait pas énormément d'argent, mais on en faisait. Il m'appelle, il dit, Alex, il dit, faut que tu achètes du Bitcoin. Là, je suis comme, du Bitcoin? C'est quoi ça? Il dit, faut que tu achètes du Bitcoin, ça va valoir 100 000 un jour. T'sais. Fait que j'ai fait, OK, moi, j'étais juste, comme, j'avais 20, j'ai 30, j'avais 22 ans peut-être. Mon coût de vie me coûtait pas énormément cher, j'avais de la liquidité un peu, j'étais juste ultra naïf, puis j'ai quelqu'un de plus âgé que moi qui réussit bien dans la vie qui me dit achète du Bitcoin, je suis comme alright, let's go, tu sais. Fait que là, moi, il n'y avait pas de wallet dans le temps que tu pouvais transiger en virement Interact, puis tout ça, c'était vraiment amène le plus de cash que tu peux dans un restaurant. Comme on va aller se voir dans un resto, puis moi, je vais te transférer ça dans ton Trust Wallet. Puis, fait que j'amène une pile de cash, lui il me donne les bitcoins, puis ça commence comme ça. Là, ça a l'air sexy dit comme ça. J'ai acheté une dizaine de bitcoins en 2016-2017 à la valeur de comme 1700-1800$. Mais je les ai presque toutes perdues parce que quand tu commences, écoute, moi, il m'a dit achète, ça va valoir 100 000 un jour. J'achète à 2000, 6 mois plus tard, il est rendu à 20 000 le bitcoin. C'est quoi tu penses que je fais? T'as vendu? Mais non, moi, il m'a dit 100 000, je suis coachable dans la vie. Fait que j'ai pas vendu, man. Il est redescendu à 4 000, j'ai fait oh my god. Puis là, j'avais missé l'opportunité de justement vendre. Puis après ça, là, écoute, robot de crypto, puis plein de personnes qui t'approchent pour investir tes bitcoins. Fait que t'essayes un, t'essayes l'autre, puis finalement, écoute, je me suis fait liquider mon compte ou presque. Là, oui? Donc, t'as perdu tes 10 bitcoins? Presque tout, mais tu sais, t'avais BitConnect en 2016-2017, t'avais GladiaCoin, t'avais... Tu sais, après le BitConnect, que j'ai perdu beaucoup d'argent, t'as eu tous les autres robots de crypto qui ont sorti, puis moi, j'étais naïf. Honnêtement, je cherchais le shortcut. Okay? Vu que je savais pas trader, vu que j'avais pas une vision long terme de la crypto, je cherchais le shortcut qui allait me rendre millionnaire avec 10 000 $, tu sais. Puis ça m'a coûté cher. Aujourd'hui, tu sais, 10 bitcoins fait les maths. C'est tombé. Tu sais, moi, quand j'ai commencé aussi, j'étais beaucoup dans le Bitcoin il y a quelques années de ça. Et après, j'ai juste lâché, mais parce que j'étais dans beaucoup de choses, mais j'étais vraiment poussé dedans aussi. C'est juste qu'à un moment donné, je me rappelle toujours, j'ai lâché parce qu'il y a beaucoup de choses qui se passaient. Puis il y a eu la vague justement des nouveaux millionnaires là, durant la période. C'était avant le Covid ou c'était dans le Covid? Avant le Covid, où tu as eu une vague de personnes qui ont explosé avec les NFT. J'ai plein de gens autour de moi qui sont rendus comme super loin. C'est sûr qu'aujourd'hui, ces personnes-là, il y en a qui sont encore au top, mais il y en a beaucoup qui sont redescendus vite aussi. Absolument. Donc, c'est un peu ça qui m'avait dérangé. Mais moi, j'ai toujours cru au Bitcoin. J'ai toujours su que la crypto, c'était quelque chose qui allait aller loin. Et aujourd'hui, la preuve. Puis là, on est dans une vague où tout va encore. Mais là, c'est clair. Là, ça va encore. C'est ça. Ça va être. Je pense que le NFT va même revenir, je pense, là. Écoute, moi, on m'a posé une question dans un autre podcast. Crois-tu que les NFT, c'est mort? J'étais comme, c'est pas mort, mais c'est très cyclique. C'est comme, c'est pas mort, mais c'est cyclique. Puis, bon, faut que tu connaisses ça. Moi, je suis pas dans ce marché-là. Mais je crois que ça va revenir. Mais comme tout marché, tu sais. OK. Là, maintenant, les gens qui nous écoutent, c'est sûr qu'il y en a qui sont peut-être bons en crypto, mais il y en a qui sont pas forcément bons. Ouais. Tu as un programme justement qui parle des bases. Donc, dis-nous un peu, c'est quoi les bases déjà pour quelqu'un qui aimerait investir en crypto pour devenir rentable? C'est quoi comme les éléments, les bases des bases déjà? OK. Numéro 1, c'est de comprendre
ou ne pas mettre les pieds. Fait que ça que j'explique toujours ça parce que tout le monde, quand il démarre en crypto, il démarre toujours de la mauvaise façon. C'est-à-dire, ils vont aller acheter... Ils se font appeler par le président de la blockchain ou ils se font appeler par le président de Bitcoin. Ils se font... L'initiation à souvent quelqu'un qui démarre en crypto, c'est soit ton beau-père qui a acheté son premier meme coin. C'est des pièges, ouais. Ouais, des pièges ou souvent, c'est des scams. Fait que numéro 1, c'est de savoir que il n'y a aucun programme qui vont prendre ton argent puis qui vont le trader pour toi puis tu vas partir avec 250 $ puis tu vas devenir riche en 4 mois. N'existe pas. Ça n'existe pas, OK? Tu peux tomber sur des cryptos qui vont faire x15, x20. Oui, OK, cool. Mais généralement, premièrement, il n'y a personne qui va t'appeler pour investir ton argent pour toi puis qui va te garantir quelque chose. Tu sais, moi, je faisais tout un reverse engineer sur ça puis j'étais comme, tu sais, si ton bot de trading, il marchait super bien puis tu étais aussi bon, pourquoi t'appelles Johnny Boy et tu lui demandes 250 $? Pourquoi tu vas pas, tu sais... C'est tellement logique. Tu sais, pourquoi tu vas pas juste voir une banque puis tu fondes pas un prêt de 1 million puis pourquoi tu comprends? Fait que c'est là que j'ai fait, OK, là, il faut que j'enseigne au monde numéro 1 où ne pas mettre les pieds. Parce qu'il y a rien de pire que commencer en crypto. La personne, souvent, en crypto, la majorité des gens, ils vont investir le peu d'argent qui leur reste. Par émotion. Les gens souvent n'ont pas comme 300 000 de côté. Fait qu'il y a quoi de pire que commencer une expérience avec « Hey, j'ai 2000 », puis là, je pars le 2000. Après ça, il faut que tu te rebuilds, tu sais. Fait que numéro 1, c'est d'éviter les scams. Ça, c'est number 1. Numéro 2, c'est de choisir les bonnes plateformes pour, j'appelle ça un pont, créer un pont entre ton compte de banque puis acheter tes premières cryptos. Puis, on parlait de mon exchange qui s'en vient bientôt. Ça va être l'alternative extrême, vraiment ultime pour les gens qui veulent passer, exemple, de leur compte de banque à acheter les premières cryptos. Mais on a quand même d'autres bonnes sources avant la mienne qui va être prête dans les prochains mois. Tu as ShakePay qui a une très bonne réputation, qui est québécois en passant, l'application ShakePay. Là, ça fait longtemps que ça existe. Tu as Coinbase qui est compagnie aux States. Tu as BitBuy. T'as Newton, Netcoin, t'en as une coupe de boss. J'en ai Newton. Ouais. Mais le problème qu'il y a, c'est que dès que t'as un problème, pourquoi moi je suis sur Newton? Parce que j'avais un problème avec Coinbase. Dès que t'as un problème ou qu'il y a un truc, c'est fini, tu peux plus utiliser les comptes, ils te bannissent. Mais là, t'es comme, moi, pourquoi j'utilise Newton? Parce que Coinbase, je sais pas ce qui s'était passé. Comme j'arrive plus à... Ben, des fois, c'est niaiseux comme... t'envoies l'adresse, t'envoies ta crypto à une adresse qui est blacklistée ou qu'il arrive quoi que ce soit, puis automatiquement, ton compte, il n'y a plus rien à faire. Après ça, ils ne veulent plus. Même ShakePay, tu m'expliquais que... Ouais, moi, je suis barré de ShakePay. Là. Je les ai référés, s'ils m'écoutent en ce moment, là, je les ai référés 3000 clients l'année passée, puis comme mon compte est bloqué. Il n'y a rien à faire, tu peux rien faire. Puis leurs technologies sont tellement fortes que tu peux... Même si j'essaie à un moment donné d'ouvrir un canal de Coinbase, ils te trouvent. Ouais, c'est un truc de malade. Ouais. Ok, donc Newton, Coinbase, ça. Donc toi, maintenant, à cause de tout ça, tu t'es rendu compte que, écoute, genre... T'as eu un problème toi-même et t'as trouvé toi-même la solution avec. Ben, je veux dire, j'ai sûrement des clients qui vont avoir mon app, puis moi, je vais les black. Tu comprends? Moi, je vais le. Tu sais, c'est comme, je l'ai pas vu comme j'ai un problème, moi, fait que je vais régler, je vais être le héros, je vais être le Robin des Bois. Non, ça peut arriver que j'ai des gens qui utilisent mon app, puis je les bloque parce que moi aussi, je vais protéger mon exchange. Tu comprends? Je l'ai plus vu comme une opportunité de. C'est comme, j'ai un cours, les gens achètent la crypto. C'est des add-ons. C'est encore mieux. C'était juste make sense. Sauf que c'est ça, tu sais, l'étape numéro 2, c'est vraiment d'avoir un pont entre ton compte de banque puis ta crypto, puis un pont qui est pas trop cher en frais de transaction, puis qui est friendly user. Exemple, crypto.com, c'est la compagnie qui dépense le plus en publicité quasiment. Tu les vois partout, Stade d'hockey, tout ça. Je vois des gens, des fois, ils font du trading là-dessus. C'est du 2, 3, 4, 5% de frais. C'est horrible. Touchez pas à... C'est pas bon. Crypto.com, c'est j'ai même une carte, là, c'est très cher. Très cher. Fait que ça te prend un bon bridge. Ça te prend un bon wallet que tu peux acheter tes cryptos. Après ça, si tu décides de faire du trading, bon, ben des wallets justement comme ShakePay ou comme n'importe quel wallet, Coinbase, ShakePay, souvent c'est cher en frais de transaction pour faire quelqu'un qui fait du day trading ou du swing trading, exemple, il n'utilisera pas un wallet. Okay? Il va aller plus vers un exchange. Fait que là, on a certains exchanges comme BitGet, on a Qcoin, on avait Binance back then qui ne fonctionne plus au Canada, mais si tu es dans l'ordre du Canada, tu peux l'utiliser. Tu as Maxi, HTX, tu as une coupe d'exchanges que tu peux faire du trading où si, exemple, tu fais des transactions de, exemple, 10, 20, 30 000 $, ben, exemple, des wallets comme Coinbase vont te charger 1,5, 2% par transaction. C'est énorme. C'est énorme. Mais si tu vas vers BitGet, ils peuvent charger du 0,1%. Fait que ça te coûte des fois 30$ une transaction de 100 000. Mais si tu vas à 1-2%, c'est horrible, c'est 1000, 2000. Fait que c'est là où faut que tu choisisses après ça quel type de trader ou d'investisseur que tu veux être dans la crypto. Est-ce que tu veux être un investisseur passif, faire de l'investissement à long terme? Si c'est le cas, tu peux soit laisser tes fonds sur un wallet
ou soit te diriger vers un ledger ou Trezor ou une petite clé crypto que tu laisses tes fonds là. C'est pas fait pour faire du trading, mais c'est plus sécuritaire que les laisser sur une plateforme. Puis après ça, si tu décides de faire du trading régulier, ben tu peux t'en aller vers un BitGet, KuCoin, HTX, Mexi. Puis là, après ça, tu peux transiger tes cryptos là-dessus. Puis tu as aussi plus de cryptos qui sont disponibles. Fait que ShakePay, tu as Bitcoin, Ethereum, ça arrête là. Mais si tu as BitGet ou KuCoin, ben là, tu peux aller chercher toutes les autres petites cryptos qu'il n'y a pas sur ShakePay, exemple. Moi, ce qui m'énervait un peu, c'est qu'il n'y a pas d'USDT dedans. Ben ça c'est quelque chose. Moi, je crois qu'il y a une raison pourquoi ils peuvent pas faire ça. Puis je vais le savoir parce qu'en le faisant, moi, ma plateforme, en l'ouvrant, je crois que légalement parlant, au Canada ou au Québec, tu ne peux pas vendre du USDT à des clients. Je crois que c'est pour ça que ShakePay ne le font pas. Parce que, je veux dire, moi, je le vois aussi, ils le font pas. Puis je me dis, il y a une raison pourquoi ils le font pas. Plus smart que ça le tente pas. Ça doit être quelque chose de légal. Mais je vais le savoir parce que moi, je vais essayer de demander, parce que là, on est dans les lois, tout ça. Je vais poser la question, moi, je peux-tu mettre du USDT? Puis ils vont me le dire pourquoi, puis je vais savoir maintenant pourquoi je sais pas, ils le font pas. Moi, ce que j'ai fait, justement, je devais recevoir un transfert du USDT comme bon montant. Puis qu'est-ce que j'ai fait, c'est que vu qu'il n'y en avait pas, j'avais le Ledger. Qu'est-ce que j'ai fait? J'ai réussi ça, en fait, je sais plus si c'était en Ethereum. Après, je l'ai transformé en USD quelque chose. C'était toute une affaire. Wow. Je galérais. En tout cas, au Québec, là, quand c'était pour recevoir, c'était une galère totale. Même sur Newton, ils n'ont pas d'USDT. Non, mais ils ont USDC. Voilà, c'est ce que j'ai fait. Ouais. Je l'avais transféré en USDC. Ouais. Et après, je transigisais en USDC. Puis là, je recevais mes USDT. C'était pas possible. Mais au moins, je perdais pas beaucoup avec l'USDC parce que c'était comme proche, tu vois. Mais tu vois, Newton est canadien, puis il offre pas du USDT. Fait que je crois qu'il y a de quoi avec le Canada qui laisse pas acheter du USDT, je crois. Tu comprends? Donc, ça, c'était un des problèmes que j'ai vu. Ouais. Mais très, très intéressant. Donc, les personnes qui vont vraiment se lancer dans la crypto, il faut bien choisir ton exchange. Il faut pas faire n'importe quoi, aller vers les bonnes personnes. Mais en même temps aussi, c'est tellement agressif la crypto. On nous propose le nombre d'élèves que j'ai dans mon programme aussi qui viennent et qui me disent que j'ai essayé un programme crypto, la personne a disparu. Il y a tellement de. Il faut vraiment fédérer comme quelque chose où vraiment tu te sens en sécurité. Mais c'est vrai qu'il y a tellement d'opportunités, on te dit tellement tout que tu sais même plus vers quoi aller, quoi, à un moment donné. Ben, c'est sûr. Moi tu sais, ma phrase, ça a toujours été ça. C'est, tu sais, quand tu fais les bonnes choses dans la vie, tu comprends, le bon karma, tu reçois. Puis la longévité va faire ta crédibilité. Tu sais, quand j'ai démarré en crypto, dans le coaching en crypto, comme t'as pas aidé le nombre de personnes, hey, tu commences, pourquoi t'es coach, wannabe, blablabla. Puis moi, j'étais comme, I know what I'm worth. Tu comprends? Je sais, tu sais, si je mets 100 personnes en avant de moi, est-ce que je suis capable de coacher 99 sur les 100? Ouais. Lui qui connaît plus ça que moi, est-ce que ça me dérange qu'il me critique? Je veux dire, si je veux un programme, c'est pas pour le one and only sur 100 que je peux pas coacher, c'est pour les 99 autres qui ont besoin de moi. Fait que j'ai pas affecté cette petite critique-là de 1 à 2 personnes sur 1000 m'empêcher de me lancer là-dedans. Puis aujourd'hui, même ces personnes-là qui me critiquaient au début, à un moment donné, la longévité, tu bâtis une crédibilité au point qu'ils disent comme, OK, le gars, ça fait 4 ans, comme, il roule encore, il y a 3000 clients, il n'y a pas de bad reviews, le monde, il tripe. Est-ce qu'ils sont tous millionnaires, mes clients? Ben non. Mais la vérité, c'est que le monde, il tripe, ils ont du support, ils ont de l'accompagnement, puis le programme, il level up à chaque année. Fait qu'à un moment donné, c'est que tu fais pas juste parler, tu sais, tu walk the talk, puis tu t'assures que tes clients ont du succès. Comme tout ce que tu dis, tu le fais. Puis après ça, laisse le temps faire les choses. Puis après ça, les gens qui te critiquent, à un moment donné, ils font comme OK. Ouais, en fait, c'est la phrase que je dis tout le temps, c'est que les gens ont beau te critiquer, t'as beau avoir des haters, mais si t'es bon dans ton domaine, tu vas devenir tellement bon que ces mêmes personnes-là, elles n'ont pas le choix de venir te voir. Exact. À un moment donné, c'est ça. Puis c'est celui qui reste sur le long terme. Tu sais, quand j'ai commencé mon podcast aussi, il y en a qui parlaient, si ça, mais gars, là, le podcast, il pousse. Puis à un moment donné, ils abandonnent, ils disent non, ce gars-là, c'est pas possible. Exact. Comme il est inarrêtable, tu vois. Ouais. Parce que tu continues, tu persévères et autres. Maintenant, ce qui est vraiment intéressant, ce que tu dis aussi, c'est que des fois, les gens, ils vont penser que tu vas acheter un programme, il faut forcément avoir des résultats. C'est pas forcément avoir des résultats. Tu peux aussi apprendre. Regarde, là, juste en quelques secondes, tu vas m'expliquer des éléments qui sont importants pour quelqu'un qui va dans la crypto. Donc, toi, si tu achètes le programme, peut-être que tu vas pas tout de suite faire des millions, mais au moins, tu auras appris des éléments importants, comme tu viens de partager. Maintenant, la question, c'est est-ce que si tu as un petit budget, réellement, aujourd'hui, tu peux te lancer en crypto? Il n'y a pas de montant. Tu sais, moi, j'ai des élèves qui commencent avec un 500 $, puis est-ce qu'ils vont faire 10 15 000 $ à la fin de l'année? Probablement pas, tu sais. Sauf que, here's the thing, c'est que, tu sais,
le trading, c'est là pour rester. La crypto, c'est là pour rester. Puis même si tu n'es pas millionnaire ou si tu ne fais pas des centaines de milliers de dollars, cette bull run-ci, il va y avoir d'autres cycles que si, exemple, ton 500 dollars aujourd'hui, tu le prends, tu commences à trader, tu commences à investir. Puis là, exemple, tu le tournes en 2000 dollars à la fin de la bull run. Ben là, à la fin du bear market prochain, tu achètes des cryptos en rabais, puis ton 2000 $, ben, tu peux le tourner en 10 000 $. Puis après ça, ben, puis c'est une game de pourcentage. C'est que les gens, des fois, ils sous-estiment qu'est-ce qu'ils peuvent faire vraiment à court terme. Mais, ils veulent toujours faire de l'argent comme hier. Puis la vérité, c'est que faut que tu te poses la question, ton 2000 $, si tu le laisses dans ton compte de banque, dans 2, 3, 4, 5 ans, est-ce qu'il va valoir 10, 12? La réponse, c'est non. C'est non, c'est ça. Fait qu'il faut que tu le vois comme, tu sais, ta mission, c'est pas de faire comme le gars que t'as entendu sur YouTube qui a tourné 17 $ en 1 million avec Peanut, qui est un meme coin. C'est de comprendre que le but, c'est de battre l'inflation. Le but, c'est de multiplier tes assets, finalement. Puis si tu tombes sur la shot, que tu fais beaucoup d'argent, good for you. Mais le but, c'est juste de faire grow ton capital. Puis l'affaire, c'est que souvent, les gens qui vont commencer avec un petit montant, parce que c'est ce qu'ils sont prêts à perdre. Puis c'est ce que je dis tout le temps, lance-toi en crypto avec qu'est-ce que tu es prêt à perdre. Il n'y a rien qui t'empêche, tu gagnes en confiance, tu gagnes en expérience, il n'y a rien qui t'empêche après 6 mois de dire hey, je vais remettre un autre 500 parce que là, je me sens capable de trader des plus gros montants. Fait que tu commences petit, mais après ça, si toi, dans tes finances vont mieux, ben t'en rajoutes. Ouais. Du coup, là, on a parlé un peu de coaching, on va revenir dessus, mais toi, en tant qu'investisseur, tu as investi beaucoup en crypto aussi? Parce que souvent, tu sais, on est coach et on peut être, par exemple, quelqu'un qui fait du e-commerce et on vend des coachings d'e-commerce. Il y en a après qui font moins du e-commerce, mais toi, par exemple, j'imagine que tu as investi beaucoup dedans. Beaucoup en crypto, ouais. Beaucoup en crypto. Fait que, c'est quoi ton plus gros montant en chiffre pas un chiffre précis, mais ton plus gros montant que tu as investi, c'est combien? En 6 chiffres, 5 chiffres? Dans les 7 chiffres. 7 chiffres? T'as mis, c'est dans quoi? Dans l'Ethereum, dans le Bitcoin, c'est dans quelle crypto? J'aime beaucoup Dogecoin. Dogecoin, ok. J'aime beaucoup Bitcoin, j'aime beaucoup Bitcoin. Moi, Bitcoin, ça a été... Moi, Ethereum, j'ai jamais investi dans Ethereum. Là, j'en ai acheté dans mon CELI en début d'année parce que, bon, j'avais jamais touché un CELI de ma vie. Fait que je suis comme, c'est libre d'impôt, cool. Fait que je me lance. Mais sinon, moi, j'ai jamais vraiment touché à Ethereum. J'étais beaucoup dans le Bitcoin parce que c'est ça que j'ai connu en 2016. Fait que vraiment, mes plus gros coups, ça a été Bitcoin, Dogecoin, puis Polygon Matic en 2021. J'avais mis un certain montant, puis ça avait monté. Mais ouais, dans les 7 chiffres dans la crypto. Tu sais, avant même de faire du coaching, j'étais quelqu'un qui... Tu sais, moi, je le dis aujourd'hui, quand que Bitcoin était à 2000 $, je disais aux gens, Bitcoin va valoir 100 000 $. J'ai même des conversations Messenger avec des buddies de la Beauce qui étaient comme Bitcoin, achète ça va faire 100 000 un jour. Puis on parlait depuis le début de l'année que Bitcoin allait frapper 100 000, peut-être même 200, 2025. Puis là, je te dis comme ça qu'on va voir de notre vivant Bitcoin à 1 million. Fait que si je te parle avec autant de conviction, mon wallet suit. Là, tu comprends? Exactement. Donc ça veut dire qu'une personne qui n'a pas encore investi maintenant, c'est pas trop tard alors? L'affaire, c'est que c'est pas trop tard, mais tu sais, on est quand même avancé dans le cycle où si on recule de 12 mois, Bitcoin est à 15-20 000. Là, on est à 100 000. Fait que tu sais, il y a quand même une... Puis si, exemple, que moi, moi, j'ai parlé de Bitcoin à 172 000 à la fin de l'année 2025, ça, c'est mon top target. Ton upside, il est très limité. Là. Il te reste peut-être une 50, 60, 70% de potentiel de growth selon ce que je vois des marchés. Puis on vient de passer un x5. Fait que, est-ce que c'est encore le temps d'investir? Peut-être. Est-ce que ton return on investment va être aussi gros que la personne qui a commencé l'année passée? Non. Fait que ta marge de risque est plus grande, plus qu'on attend. Plus que tu attends dans le cycle, plus qu'elle est grande. Puis on parle de 25 000, mais je me rappelle qu'à un moment donné, il était à 14. Il était 12, oui. Tu me rappelles très bien, c'était il n'y a pas longtemps. Là. Hein? Non. Tu vois? Ça va vite, là. C'est cyclique. Mais l'affaire, c'est que même si c'est cyclique, puis les gens savent que c'est le 4-year cycle avec le halving, puis les événements, puis les élections, puis tout, il y a tellement d'émotions en jeu que même si tu sais qu'à 15-20 000 Bitcoin, it's a deal, tu comprends? Puis, comme il y a quelque chose qui va t'empêcher de juste press the trigger puis d'acheter. Tu sais. Mais il y a aussi le fait qu'il y a un moment donné, il y a eu une baisse, un crash. Toi, le crash, comment tu l'avais vécu? Parce que je me rappelle, moi, j'avais quelques Ethereum et autres, même un peu de BTC, puis à un moment donné, comme ça a chuté violent, là. Toi, durant cette période-là, c'est quoi que tu as fait? Tu as tiré la sonde, tu as dit non, je garde, je vends pas? Ben, moi, plus que ça, à chaque fois qu'il y a une grosse drop, une énorme drop, dépendamment, on est où dans le cycle. Si Bitcoin est à 170 000, il y a une petite drop de 10%, je ne vais pas réaccumuler. Mais quand Bitcoin était à 30, 20, 15 l'année passée, puis qu'il y avait des drops,
moi, je suis pas en train de faut que je hold. C'est comment je peux pour back in the market. Tu comprends? C'est comment je peux rajouter au marché. Fait qu'il y a des gens qui, quand le marché drop, ils vont juste fermer le wallet. Comme ils vont fermer les livres puis ils vont faire d'autres choses. Moi, c'est là le moment que je suis le plus actif dans mes investissements puis dans mes démarches. C'est quand le marché est dans le rouge puis que c'est là que je suis vraiment proactif à trouver des manières de bien positionner dans le marché. Puis quand le marché est surexcité puis que ça monte en flèche, c'est le moment souvent que moi, je tire la plug puis après ça, j'essaie de me détacher des marchés. Là. Vraiment intéressant. Maintenant, si on revient un peu dans le coaching, OK? Parce qu'on s'entend que là, l'université de crypto, Club Crypto maintenant, vous avez beaucoup de clients. Ouais. Et moi, je serais intéressé à savoir aussi que tu partages avec un peu la communauté, tu sais, ton système d'acquisition, parce que tu as fait des mois records. J'ai eu des échos, tu sais, dans l'industrie, on se parle tous. Puis j'ai entendu que tu as fait un mois où tu as fait... moi, j'ai entendu décembre de l'année dernière que tu avais fait comme un mois, je sais plus combien de chiffres. On parle en 6 chiffres, même 7 chiffres. Puis là, j'entends qu'apparemment, même là, tu as fait encore pire. Ouais, ça va bien. Ben, comme on discutait tantôt, tu sais, j'essaie de... je sais que les chiffres vont se parler. Tu comprends? Quand j'ai dit tantôt, quand tu fais bien les choses, ça se parle. Puis j'essaie de pas donner de chiffres parce que quand ça va bien, quand ça va moins bien tes choses, as-tu remarqué que quand tu commences, c'est là que tu en parles le plus parce que je sais pas, tu es fier ou tu veux te vanter. Mais après, tu parles plus. Puis après ça, quand ça va vraiment bien, puis tu sais que ça va bien, t'en parles moins. Tu comprends la valeur de. Moi, j'appelle ça former ta gueule parce que tu te crées une compétition. Quand ça va vraiment bien, fait que j'ai appris à juste comme, bref, faire mes choses. Mais non, c'est ça, on a bâti quelque chose d'incroyable, puis aujourd'hui, on est rendu avec environ, on est rendu comme 25 dans l'équipe peut-être. Fait que tu sais, notre système d'acquisition, c'est simple. Avant l'arrivée de Thomas, qui est notre gars qui s'occupe tout du marketing et des vidéos, dans le fond, moi, j'ai développé avec mon partner Alex Richard, dans le fond, on a développé juste avec des ads, avec un VSL dans le fond. Fait que vous avez, tout le monde a vu mes pubs Facebook où je tape ma balle de golf sur ma maison, où je ramasse ma poule, ou bref, vous avez toutes vu mes pubs. Là. Fait que c'est ça. Fait que là, ces pubs-là, dans le fond, on en a une parmi les autres, dans le fond, j'étais dans mon condo à Laval, puis elle a duré pendant 1 an. Fait que tu sais, on est allé à des masterminds, puis il y a des gens qui disaient on stage, la majorité des gens qui sont successful en coaching, ils ont comme 20 ads par mois. Mais, tu sais, ils disaient sur le stage, tu peux pas avoir une business qui roule avec un seul ad. Puis moi, j'étais comme, I know, mais moi, oui, tu comprends? Fait que j'étais comme, honnêtement, c'est la meilleure chose et la pire chose qui me soit arrivée, ça, parce que la meilleure chose, c'est qu'on a fait tellement d'argent, puis on a pu focuser sur bâtir le Salesforce. Parce que quand tu es en train de pondre des ads, ben c'est sûr que ton équipe de vente, tu as moins le temps de mettre du temps. Fait que moi, le fait que le ads, il a toujours été profitable pendant 1 an, ben j'ai pu vraiment bâtir une équipe de vente de feu. Mais quand tu parles de Salesforce, tu parles du logiciel ou vraiment le concept? Le système de vente. Fait que tu sais, les setters, exemple, qui appellent tout ça. Fait que le fait que j'ai vraiment pour in de l'attention dans mon Salesforce, ça a fait en sorte qu'on a bâti une équipe de vente de feu. Puis là, après ça, ben ça a développé un côté très lazy en moi aussi, où vu que mon côté ads fonctionnait tellement bien, on en parlait de faire du organique, puis de moi qui fais des vidéos, puis j'étais comme, tu sais, on fait tellement d'argent, puis ça va tellement bien, puis ça me tente pas de faire des vidéos TikTok, tu comprends? Puis de faire ce que Thomas me demande, comme tantôt. On en parlait de ce qu'il m'a demandé de faire tantôt, là, mais j'étais pas content. Fait que, mais tu sais, c'est juste, ça me tentait pas, tu sais. Fait que ça a développé un côté lazy, mais en même temps, ça m'a permis de bâtir le Salesforce. Fait que le système d'acquisition, c'est qu'on a un VSL, on a un ads qui, dans le fond, redirige vers comme une landing page, que les gens laissent leurs informations, email, numéro de téléphone, non. Puis après ça, dans le fond, on a un système de dialer, dans le fond, avec des setters au téléphone qui vont speed to lead, attaquer justement les prospects de comme, hey, j'ai vu que tu demandais de l'info sur la crypto, comment ça se passe? Dans quoi tu as besoin d'aide, puis on a vraiment des scripts préfaits. Puis après ça, ben nous, notre concept, ce que beaucoup de compagnies font pas, c'est qu'on... Moi, j'ai comme la stratégie Costco de... Je sais pas si t'es comme moi, mais si tu vas au Costco, la petite madame avec des biscuits. Donc, moi, je suis comme, petit biscuit, ben après ça, si t'aimes le petit biscuit, tu vas acheter à la boîte, tu comprends? Fait que moi, dans Club Crypto, ce qu'on a bâti, qui est vraiment exclusif, je crois, c'est qu'on donne beaucoup for free. Fait que le monde, il rentre... Ils ont un masterclass de 45 minutes. Ils ont une formation de démarrage. On leur montre comment ouvrir le ShakePay. On leur montre comment se lancer en crypto, support résistance, lire une base de graphiques, créer leur compte for free. Fait que le monde, c'est comme ce que les autres vendent en low ticket, des fois 3, 4, 500 $, nous, on le donne. Fait que le monde, il y a moins de friction. Fait que le monde y arrive, c'est for free. Hey, je vais apprendre une base. Hey, j'aime vraiment ça. Je vais en veux plus. Ben, ils vont venir nous payer, nous, parce qu'on a bâti
ce trust link, puis les gens maintenant, ils voient comme, hey, j'ai tellement aimé l'expérience, puis j'ai tellement appris gratuitement, imagine si je paye, tu sais. Fait que ça, je pense, c'est quelque chose qui est puissant dans ce qu'on fait. C'est qu'au lieu des fois d'aller vendre un lot ticket à 500$ puis de créer un peu de friction, parce qu'il y a des gens qui vont dire, je sais même pas si je vais payer, si je vais aimer ça la crypto, je vais pas payer 500, tu comprends? Mais le fait que tu enlèves la friction avec le for free, le monde se lance, il voit qu'il aime vraiment ça, il en veut le plus, ben après ça, il achète ton cours. Incroyable. Qu'est-ce que tu penses qui fait que toi, Alexandre Doyon, tu vas réussir à vendre autant de chiffre d'affaires par mois et une autre personne qui va faire la même chose que toi, qui va vendre moins? Parce qu'on s'entend que il y en a plusieurs qui ont des VSL. Donc, pour ceux qui m'écoutent, VSL, vidéo sales-letter, c'est une vidéo que préenregistrée, que tu mets sur ta page de landing page, que la personne elle rentre son email ou son numéro de téléphone pour y avoir accès, contrairement à un webinaire. Ça, est-ce que toi, tu fais des webinaires ou pas du tout? Non, mais on a commencé, dans le fond, on fait des journées portes ouvertes les lundis soirs. On a commencé ça depuis longtemps. Puis on vient de faire un ad justement ce matin pour promouvoir notre lundi soir, parce que la semaine passée, on en a fait un. Pas d'ad, juste organique. On avait 565 personnes. J'ai fait, oh shit, fait qu'imagine, on met des ads là-dessus. Fait encore une fois, on a passé 2 heures lundi soir passé à enseigner les gens à comment lire un graphique for free. T'sais, le monde, ils viennent, puis ils sont comme, c'est comme, tu leur en donnes assez pour qu'ils font, OK, les gars, c'est the real deal. Puis après ça, ils vont venir acheter qu'est-ce qu'on offre. T'sais. Exactement. Donc, du coup, ma question, c'était comment ça se fait qu'un toi, un Alexandre, tu vas cartonner en faisant la même chose qu'une autre personne qui va faire la même chose que toi, mais qui n'aura pas autant de résultats? Parce qu'on parle en millions quand même là. OK, check. Dans les dernières années, j'ai été un peu un ermite. Où ce que, tu sais, j'ai vraiment... Tu sais, dans le marketing de réseau, tu regardes la compagnie de l'autre, tu regardes mais là, moi, quand j'ai commencé de mon bord, je me suis inspiré de plusieurs dans le coaching au Québec qui avaient, dans mes débuts, des meilleurs chiffres que moi. Comme qui, par exemple? Charles Côté, Thomas Poulain, Joël Bilodeau. Thomas Poulain, j'adore. Ben oui. Toi, je te connais aussi à travers Thomas Poulain. Tu continues, oui? Ouais, fait que Joël Bilodeau avec son entreprise, ça a tout été des inspirations pour moi, vraiment, des gens qui avaient beaucoup de succès, qui faisaient des chiffres que moi, j'aspirais à. Puis à un moment donné, ben, quand j'ai... c'est pas prétentieux, mais c'est quand j'ai dépassé les chiffres de tous ces gars-là, ben là, je me suis plus poussé un peu vers les États-Unis. Puis des gars qui font 10 millions par mois aux States, dans le coaching, il y en a, là, comme on a... Moi, je me fais coacher par Cole Gordon avec 8 Figure Boardroom, tu sais. Puis il y a des gars là-bas qui ils font moi, ce que je dépense en pub par mois, ils le font par jour là, dans leur compagnie. Là, c'est du 100 millions par année. Puis tout. Puis j'étais comme, oh shit, tu sais. On est comme des petites crottes dans l'océan ici au Québec, les chiffres qu'on fait, tu sais, par rapport à là-bas. Fait que je suis allé m'inspirer là-bas, mais ce que je crois qui me différencie des autres, c'est le commitment que j'ai envers mes clients puis mon équipe. C'est que il y en a beaucoup d'entrepreneurs que je crois qu'ils sont là beaucoup pour l'argent. Puis comment tu le sais qu'ils sont là pour l'argent? C'est aussitôt qu'ils ont atteint leurs objectifs, ils settle down. La qualité du produit n'augmente plus, la qualité du service n'augmente plus. Puis c'est comme papa oiseau, il est plus en train de feed himself pour aller feed son équipe. Juste du lifestyle. Tu comprends? Puis they enjoy. Moi, je suis dans une position que comme j'ai beau faire les chiffres que je fais, je suis pas satisfait. I'm happy. Tu comprends? Puis je pourrais littéralement turn the switch off pendant 6 mois, puis je suis sûr que ma business, ça continuerait parce qu'on a une belle équipe, puis j'ai un partner qui est incroyable. Sauf que je sais que Papa Oiseau, s'il n'est pas en train de feed himself, puis de be on the field, puis aller chercher the new thing aux States, puis bring it back home, bébé oiseau, il va pas se nourrir lui-même, tu comprends? La majorité des gens, c'est comme ils ont besoin d'un leader, ils ont besoin de quelqu'un to look for. Puis moi, par rapport à mon équipe, ben, je suis cette personne-là. Fait que je sais que moi, je suis un peu comme le véhicule que les gens suivent. T'sais. Fait que si moi, je mets les breaks ou que je décide on passe on gear down, l'équipe va faire la même chose. Fait que je suis tout le temps en train de juste comme avancer. Puis je suis bon dans tout, excellent dans rien. Il y a beaucoup de owners dans ma compétition, dans le coaching de crypto, qui sont bons en crypto, mais sont pourris en marketing, sont pourris en vente. Ils n'ont jamais même vendu le propre programme. Moi, ce qui est fort, c'est que j'ai fait du MLM pendant 8 ans. Fait que bâtir une équipe, bâtir une culture d'équipe, la vente, speak on stage, marketing, I know all of this. Puis la crypto est venue après. Fait que la majorité des owners qui disent « Hey, moi, je suis bon en crypto, je vais me lancer un course », c'est plate à dire, mais c'est comme Red Bull. Red Bull, hein, pourquoi Red Bull, ils vendent autant? C'est parce que Red Bull, c'est bon? Marketing. Le produit, il peut être de la pure trash, mais le marketing est tellement bon que les gens achètent le produit. Je suis pas en train de dire que mon produit, c'est de la trash. Je suis en train de dire product, court terme,
là. Marketing, là. Après ça, ton produit, s'il est bon, il va te faire tenir long terme. Longtemps. Fait que c'est là où moi, j'ai pu exceller à court terme avec mes skills de vente, mon marketing. Puis pourquoi je suis encore là à exploser ça à long terme, c'est la qualité du produit. Mais je suis polyvalent. C'est ça qui arrive. Pour revenir dans ce que tu dis, c'est parce que c'est ça que je me posais comme question, parce qu'il y a beaucoup d'infopreneurs, entrepreneurs qui vendent des coachings des fois, qui ont un business, ils font beaucoup d'argent. Ouais. Mais j'ai jamais compris comme pourquoi les process sont pas au top, les suivis sont pas bien faits, pourtant ils peuvent engager, ils engagent pas, ils veulent garder tout dans leur poche. Comme ils peuvent augmenter leur qualité de contenu, ils peuvent augmenter leur service, mais c'est comme si c'est bon, je fais 100 000, 200 000, je m'arrête là. Ouais. Puis ça tient pas sur le long terme, ça. C'est vrai qu'il y en a beaucoup qui, sur le long terme, après, on les voit pas, alors que tu pourrais, quand tu fais des revenus, comme tu as dit, réinvestir dans ton équipe, engage plus de monde. Comme mais c'est parce qu'ils sont pas en amour avec le process. Ils sont pas en amour avec le process. Moi, je suis en amour avec le process, tu comprends? Tu sais, on en parlait qu'on fasse 1, 2, 10, 20, 30 millions, 50 millions par année. I'm in love with the process, tu comprends? J'ai jamais été autant en amour. C'est comme le produit, je suis en amour avec. Tu comprends? La crypto, le trading, je suis en amour avec. Puis ça se ressent. On fait un lundi soir Q&A qui est supposé durer 1 heure. On reste 2h30 dessus. Là. Il est 39h30, on est encore là. Fait que je suis en amour avec le produit. Je suis en amour avec, en ce moment, les résultats de mes clients. Moi, comme, il y a un moment que quand je suis pas milliardaire, tout ça, I'll be one day, mais c'est comme il y a un moment que tu fais de l'argent, que t'es comme, t'es plus content d'aider the small guy to win than parce que tu wins déjà, tu comprends? Mais moi, de voir Buddy 18 ans, 20 ans qui commence en crypto pour faire ses first couple wins, moi, ça m'excite, tu comprends, d'aider comme cette gang-là. Puis c'est pour ça que j'aime le coaching. Fait que c'est vraiment ça. Je pense que la majorité des gens qui se lancent dans le coaching, ils démarrent parce que c'est payant, mais ils sont pas en amour avec le process. Fait qu'aussitôt qu'ils atteignent, moi j'appelle ça un thermomètre financier. On a tout un thermomètre financier. Il y a des gens qui, à 20 000 par mois, sont comme « Ah, I'm good ». Il y en a d'autres, c'est à 100. Il y en a d'autres, c'est à 1 million. Mais comme, aussitôt que les gens y atteignent le genre de temp check, de thermomètre financier, de « Hey, c'est ça mon goals », tu le vois, là, comme they weren't there for the love of the process. Ils étaient là vraiment parce que c'était juste pour l'argent. Ça ne dure pas. La plupart de ceux qui ont duré, c'est vraiment des personnes qui sont en amour avec ce qu'ils font. Exact. Et ça, c'est la passion, ça ment pas. Tu peux pas faire quelque chose en n'étant pas passionné, en sachant que tu auras des résultats, parce qu'à un moment donné, on va le sentir que tu as fait de l'argent et tu es là pour l'argent, et c'est pas bon. Exact. Mais un entrepreneur qui nous écoute, je sais que toi, c'est exceptionnel, quand même, c'est pas tout le monde qui peut faire ça, mais toi, admettons, en publicité, tu mets combien par jour en publicité environ? 150 000 par mois environ. Bah, tu vois, mais quelqu'un qui... Ça fait combien par jour à peu près? 4-5 000 par jour. Par jour. Mais quelqu'un qui commence, il peut pas forcément aussi mettre 400 000. Donc... Mais on n'a pas commencé comme ça. C'est ça que je veux savoir. Tu as commencé avec combien à peu près? 3 000. 3 000? Par mois? Par mois, voilà. Moi, j'avais commencé après à 2005 aussi. Ouais. Tu as commencé à 3 000 par mois. Et comment, justement, ça qu'on veut savoir, Alexandre, comment tu as fait pour passer de 3 000 par mois à 150 000? Donc, tu as fait la publicité, tu as généré les revenus, tu as mis de côté. Comment le process s'est fait? Justement, c'est ça qu'on veut. Ben, au début, dans le fond, moi, le partner que j'ai au début, il était pas là au début. C'est comme, moi, on a tu sais, le best partnership ever, c'est moi, je connais mon rôle. Je suis la face. Je suis le gars qui est sur le field. Puis lui, c'est le gars des opérations. Des opérations. Puis il connaît son rôle, je connais mon rôle. Puis dans le fond, quand on a commencé, moi, j'étais toute seule dans ce business-là. Puis je bâtissais purement organique. Okay? Je disais tantôt que j'ai pas fait d'organique, mais on avait la technique justement de bâtir un Facebook group et tout ça. Puis moi, vu que j'ai fait du marketing de réseau pendant 7-8 ans, j'avais quand même une certaine audience qui me suivait déjà. Fait que j'ai fait des stories, des lives, et je me lance dans le coaching en crypto. Puis j'ai comme fait mes premiers mois. Même j'ai fait comme un mois à 60 000 avec juste l'organique, comme tout ça. Fait que ça avait 0 ads. Puis de là est venu mon premier budget, dans le fond, pour mettre de la pub. Mais comment c'est arrivé, c'est que mon partner que j'ai aujourd'hui, il m'a juste écrit sur Instagram, puis il m'a dit « Hey, j'ai vu que tu fais du coaching en crypto, tout ça, j'aimerais ça t'aider avec de la pub payante. » Moi, j'étais comme « de la pub payante, c'est quoi ça? » Fait que j'étais comme « Non, ça roule bien, on fait de l'organique. » Il dit « Fais-moi confiance, on signe une entente de 3 mois. Il dit « Je te cherche un certain montant, puis si ça marche, comme je rentre avec toi. » Je suis comme « Alright, let's try it. » Finalement, on a augmenté, on a fait notre premier mois à 100 000 à cause qu'on avait lancé la pub. Puis là, ben moi, au début, je te jure, mon stress level de comme... Tu sais, la pub, c'est que ta front, tu sais, t'as mets avant même d'avoir des returns, tu sais. Fait que là, mon premier 3000 en pub, même si j'avais fait 60 le mois d'avant, je te jure, moi, c'était comme
ah shit, je viens de drop 3000 aux poubelles. Là. Tu comprends? Ouais. C'était juste, j'étais stressé, là, tu sais. Puis là, aussitôt qu'on on a fait un mois de 3000, notre premier mois qu'on avait investi 3000, je pense qu'on avait fait comme, on avait encore du return d'organique, mais on a fait un mois à 100 000, fait que j'étais comme, oh, ça marche, tu sais. Puis là, après ça, ben, le mois d'après, là, on voit le cost per lead qui augmente, qui est moins bon. Puis là, l'équipe a grossi. Puis là, il me dit, hey, là, il va falloir dépenser à peu près 8. Là, je suis comme, oh my God! Là, j'étais comme, je vais-tu mettre 8 aux poubelles? Puis il y avait toujours, pendant les 3 à 4 premiers mois, il était toujours en train de me peindre la vision puis de me vendre l'idée que ça allait comme, non, c'est un... Regarde, on met, à chaque dollar qu'on met, on fait au moins 5. Puis il me montrait les chiffres, puis j'étais comme, alright, do it, tu sais. Puis chaque move, on a tout le temps step up. Mais là où les gens, souvent, la game, elle suit pas, c'est sur le Salesforce. Fait que les gens, des fois, ils dépensent énormément en pub, mais leur équipe de vente est de la trash. Et de la trash. Fait que dans le fond, tu sais, c'est comme, les leads sont pas bons, ces leads sont pas bons. Puis là, ben, en tant qu'owner, moi, j'ai déjà été closer pour Tom, dans le fond, Rank Up. J'ai closé là 2 ans et demi, puis j'ai fait comme 5 millions de ventes pour lui. Fait que, tu sais, le fait que j'ai été closer, moi, je sais que les leads sont pas de la trash. You're trash. Tu comprends? C'est comme, I know your shit, tu sais. Fait que c'est le fait que j'ai été sur le field tellement longtemps, je suis capable de, recruit up. Fait qu'au lieu de recruter puis de me faire dire par mon équipe, tu devrais faire ci, ça, les leads sont pas bons. Non, moi, je recrute. Je sais exactement ce que ça me prend dans mon team pour avoir des A-players. Puis aussitôt que je vois un call de set ou je vois un call de close, je suis capable de voir ça, c'est de la shit ou ça, c'est bon, tu sais. Fait que ça m'aide énormément à savoir mon marketing est-tu bon parce que je l'ai tellement fait que je sais quel lead qui est potentiel à closer, quel lead qui est pas potentiel à closer. Fait que ça, c'est quelque chose qu'il faut que tu l'aies fait. On parlait de closing, justement. Et c'est ça le problème. Je pense que des fois... tu vas mettre un budget en publicité, tu vas commencer à avoir des leads, mais c'est toujours le même problème, on le voit. Hein. Tu as l'équipe marketing, puis tu as l'équipe de vendeurs, puis si c'est pas synergie, mais c'est parce que les leads sont pas bons. L'autre qui dit, mais c'est parce que le marketing n'est pas bien fait. Puis après, à un moment donné, tu te dis, mais tu commences à douter. C'est quoi, est-ce que c'est l'offre qui est pas bonne? Après, tu dis, est-ce que c'est mon offre? Non. Je pense que tu as raison. Si tu n'as pas la bonne équipe de vendeurs, tu as beau avoir le meilleur marketing, ça vend pas, ça vendra pas, là. Non. Puis ça part par you getting on the field. Tu comprends? Parce que la majorité des owners, souvent, they're getting too big to do the small things. Moi, j'ai vu, tu sais, dernièrement, là, on est en train de le faire, le Crypto Club en anglais. Puis là, tu sais, ça fait comme 3 ans que j'ai pas fait un appel de vente, tu sais, dans ma business en français parce qu'on a 8 vendeurs, puis tout. Puis moi, j'aime ça, tu comprends? Il a fallu que tu m'enlèves de l'équipe de vente. Là, genre, littéralement, j'étais un passionné. Puis là, dernièrement, tu sais, on lançait l'anglais, puis là, je parlais avec mon partner, puis je suis comme, OK, whatever I need to do, tu sais, il est comme, va faire des calls de close, puis comme fait des onboarding avec les clients, puis coach. Je suis comme, alright, tu sais. J'ai commencé, j'étais comme, oh my God, tu sais. Cool, mais, tu sais, moi, j'ai une phrase à un moment donné qu'un de mes mentors m'avait dit. Il m'a dit, si tu deviens trop gros pour faire les petites choses, mais tu vas être trop petit pour collecter les gros chèques. Fait que moi, j'ai fait, il faut tout le temps que je me remind que, comme, tu sais, le success qu'on a là, il est pas buy-in, il est rented. Puis si je suis en train de, comme, cool off ou pas faire les petites choses, tu sais, c'est les petites choses qui nous ont amené à qu'est-ce qu'on a aujourd'hui, tu comprends? Si on n'avait pas fait ces petites choses-là, on n'aurait pas le succès qu'on est là. Fait que si à un moment donné, t'arrêtes de faire... C'est correct de déléguer, mais si t'es too big to do those small things, non seulement ton équipe, moi, je pense qu'une des choses qui fait que mon équipe est tellement performante, c'est qu'elle sait que Alex, il a son bouclier, puis il s'en va à la guerre avec nous. Avec nous, un leader. C'est comme moi. Puis ils savent que comme ils ne peuvent pas me bullshit. Quand on fait des team calls, exemple, puis que j'arrive sur un call, puis qu'un de mes closers, exemple, il dit, le prospect, lui, était moins bon. Puis ils peuvent pas me dire ça parce qu'il faut qu'ils prennent responsabilité parce qu'ils savent que moi, si j'avais pris ce call-là, j'aurais find the way de le closer, tu comprends? Fait que le fait que j'ai été tellement longtemps sur le field, puis je suis encore sur le field, ça fait en sorte qu'ils ont du respect parce qu'ils savent que je sais. Tu prends les appels. Tu comprends? Puis je sais s'ils me bullshit ou pas, là, tu sais. Moi, le conseil que je donne toujours, c'est que je dis pour tes premières 10 ventes ou même tes premières 100 000 dollars de vente, il faut que tu closes toi-même pour comprendre c'est quoi qui se passe dans ta business. Moi, j'ai fait le closing aussi. Puis là, pour un programme qu'on a lancé, je le fais parce que je maîtrise mon business. Après, je le laisse. Mais tu sais, si tu fais pas le closing, tu vas pas comprendre aussi quoi qui se passe. Au moins, tu sais et tu maîtrises. Et l'équipe sait, hein. Absolument. Je peux avoir les top closers, mais ça fait que quand c'est Anthony, oublie là. Et je suis pas un des meilleurs. Tu sais, j'ai fait un podcast avec un remote closer, je suis pas le top, mais malheureusement,
nous, les gens qui own le produit, on est... On a un petit edge un petit peu surtout. Ah ouais, non, moi, j'ai pas besoin, je sais pas, il y a toujours un truc que je vais sortir qui va faire que la personne va acheter. Ah ouais. Tu vois, pourtant, je sais pas. T'as une notoriété, ton vu, ça non. Donc, toi, t'as combien de closers à peu près? 8. 8, ok. 8 top là. Top, guys. 7 heures closer. 7 heures, j'en ai 9. J'ai tout le temps c'est que ma stratégie, c'est un setter pour un closer. Mais j'aime mieux que l'agenda soit plus full que pas assez. Fait que j'ai tout le temps un setter d'extra par rapport au closer. Donc le setter est qualifié au maximum et maximum. Ouais. Et c'est uniquement quand tu vois que la personne a le budget, qu'elle est qualifiée, que tu l'emmènes vers le closer. Exact. Sinon, tu perds. Sinon, on leur envoie des... Ben, pas qu'on perd pas notre temps, mais on leur envoie beaucoup d'outils gratuits. T'sais, on voit que la personne, exemple, elle sort d'une consolidation de dette. On sait qu'elle n'achètera pas le programme puis elle n'a pas d'argent à investir en crypto. Fait qu'on va juste y envoyer des ressources gratuites pour qu'elle se forme au moins puis qu'elle soit prête à some point. Là. Bon, on s'entend que pour avoir 9 setters et 8 closers, il faut que tu aies du leads parce que les gars vont s'ennuyer. Il faut que les gars... C'est-à-dire que tu as quoi? Tu as combien de leads par mois à peu près? Par jour, par mois à peu près? On donne peut-être 20-30 leads par jour par set. Fait que on doit avoir 150-200 leads par jour. Par jour? Bah ça, il faut de l'achalandage quand même pour que les personnes puissent prendre les appels. Et tu as dit un truc vraiment intéressant que, je sais pas, j'ai pas réussi encore à trouver la solution, moi, de mon côté. J'ai un problème, c'est que... C'est un bon problème, c'est qu'aujourd'hui, au niveau francophone, j'ai fait beaucoup de choses et j'ai du monde, mais j'ai beaucoup de gens anglophones qui me suivent. J'ai beaucoup de gens à l'international. À cause que j'avais fait mon application de musique Moko. Et j'ai ce problème à faire le switch dans le sens, c'est que toi, comment tu vas faire, je veux savoir, parce que j'ai la communauté francophone, tu peux pas la laisser comme ça. Et là, je veux aller en anglais. Mais ton Instagram, tout est en anglais. Comment tu vas faire, toi? Ben moi, premièrement, ça fait 3 ans et demi là, que je suis en français. Fait que moi, tant aussi longtemps que t'as pas kill the game en français, c'est comme tu vas diluer ton attention à lancer l'anglais trop vite. Fait que moi, comment je l'ai fait, c'est que la première année, je voulais partir en anglais. Puis moi et mon partner, on s'est consulté pour on a fait, ça serait la pire chose à faire parce que on peut encore crank up de budget, tout pouvait encore monter. Fait que j'étais comme, on est rendu, mettons, à 100 000 par mois, on va s'en aller ouvrir ça pour baisser ça, monter ça. Ça n'avait pas de sens. Fait qu'on a juste double down notre attention sur qu'est-ce qui fonctionnait déjà. Puis tranquillement, on a délégué, exemple, l'équipe de setter. L'équipe de closer, j'ai un nouveau closer lead qui gère les closers. Là, mon gars de tech, il est là en place. J'ai 4 coachs, maintenant 5 qui coachent les élèves. Fait que, tu sais, j'ai comme mis des chapeaux vraiment sur les bonnes personnes. Puis je te dirais que là, en ce moment, c'est le seul temps depuis les 3 dernières années et demie que je pourrais te dire que je m'en vais lancer l'anglais. Je touche pas au français pendant comme 3 mois. Je reviens, puis il y a plus de volume que les mois précédents. Que jamais je me serais senti comme ça dans les débuts. Donc là, mais du coup, comment tu vas faire? Est-ce que tu vas faire un nouveau Instagram? Qu'est-ce que tu vas faire? Donc, nouveau Instagram, nouveau YouTube? Nouveau Instagram, nouveau YouTube, on fait le même. OK, mais, on va voir. C'est un secret. Mais probablement, oui, parce que, tu sais, exemple, Club Crypto français, Crypto Club anglais. Fait qu'il y a des bonnes chances qu'on fasse qu'on fasse 2 chaînes. C'est intéressant parce que c'est rare que je puisse parler avec quelqu'un de ça qui a ce même problème parce que souvent, il y en a qui restent dans une case. Moi, je ne vais pas rester dans la case. Même si even if I have the French accent, j'ai l'accent français, les gens me comprennent. J'ai beaucoup de personnes en Afrique, j'ai beaucoup de personnes en Europe et tout qui veulent juste, qui se plaignent, qui disent, mais parce que tu te retrouves dans un endroit où tu as plein de monde, comme tu es à Dubaï, tu es à Miami, des gens qui t'apprécient, qui veulent te suivre. Puis là, ils vont te follow. Tu parles juste français. Comme ils sont là, comme un Anthony, comme tu parles juste français sur ton truc. Comme, pourquoi tu commences, ça, honnêtement, ça me frustre des fois. Je te dis, parce que tu dois choisir ta bataille, mais je me dis, c'est une limitation, je trouve. Ben oui, mais la vérité, c'est que les gens, ils veulent apprendre. Hein? Ils veulent ton contenu. Fait que si... Tu sais, j'ai une phrase, je dis, you may talk funny, but you make money. Tu comprends? C'est comme, si tu enseignes des bonnes choses, t'as bien beau avoir un accent. Tu sais, toi, t'en suis-tu des YouTubers qui ont un accent? Ben oui. Plein, moi, je regarde même pas. Il y a Dunlock, il a un accent. Il est bon? Il est bon, il y en a plein qui ont des accents. Boniface Ogundi, l'Africain, là, qui truc. C'est des accents qui sont forts, mais moi, je les suis. Comme, je vais écouter ce qu'ils me disent, là. Le contenu est bon, t'es sharp, tout ça. Les gens. Tu sais, c'est sûr que. Pur anglophone. Mettons, un pur Québécois aime écouter un pur Québécois. Ouais. Tu comprends? Sauf que si on compare, par exemple, la valeur de l'information, ben après ça, les gens vont valoriser ça au-delà de l'accent. Là, OK, parfait. Donc, tu vas aller en anglais. Ouais, bientôt. On planifie ça pour le début de l'année. OK, parfait. On a voulu le lancer cet été. Puis
avec toutes les choses qu'on a mis en place là, on a décidé de mettre sur pause, dans le fond. On avait vendu 4-5 programmes. On avait fait un genre de start-up, un peu de comme, OK, on prend une couple de clients, puis let's see how it goes. Puis ça a été vraiment bien, sauf qu'on diluait l'attention sur qu'est-ce qu'on voulait build en français. Fait qu'on a décidé de mettre une petite pause là-dessus, puis là, on repart en début d'année. OK. Super cool. Maintenant, on va parler un peu. J'ai juste 2-3 questions avant de passer un peu au lifestyle, parce que je veux qu'on parle de lifestyle. Toi, c'est qui les personnalités qui t'inspirent en tant que dans la crypto, des personnes vraiment que tu suis énormément? Ben, Michael Saylor, on s'entend. Fait qu'avec MicroStrategy, les gens peuvent dire ce qu'ils veulent, mais le gars, il a eu les bases de appuyer 100% de sa business sur Bitcoin. Niveau crypto, honnêtement, c'est ça l'affaire, c'est qu'il n'y en a pas beaucoup. Ouais. Les vrais gros studs, là, puis je ne me considère pas là-dedans du tout, là, les vrais studs pesants en crypto, on les connaît pas. Ouais. C'est comme le monde qui font des milliards en crypto puis qui sont vraiment big, on les connaît pas. On connaît pas. Fait que... Mais sinon, dans l'entrepreneuriat, il y a des gars qui t'inspirent beaucoup un peu? Oui, énormément. Au Québec, Luc Poirier, justement. Fait que hier, je commentais une de ses publicités parce qu'hier, Luc a commenté qu'il jetait son livre de Intelligent Investor à cause de Fartcoin. Puis si tu veux, on en parlera plus tard, mais j'ai fait un gros trade sur Fartcoin le mois dernier. Mais Luc, je l'apprécie parce que malgré tout l'argent qu'il fait, il est humble. Puis comme c'est quelqu'un que j'apprécie énormément. Fait que Luc au Québec, puis je pense que comme les gens au Québec ont peur de s'afficher comme Luc le fait puis de montrer sa richesse puis son succès, mais on devrait comme mettre ça de l'avant un petit peu plus parce que les gens ont peur de le faire comme aux States on le fait. T'sais. C'est là que j'arrive. Donc, toi, c'est quoi que ça signifie la richesse pour toi et comment tu le vois un peu? Parce que déjà, toi, je te suis un peu par rapport à Alexandre. Tu as toujours été aussi un gars de lifestyle, voiture. Je pense que tu as une R8, je pense. Ouais, exact. So, avant de parler de la R8, c'est quoi, toi, comment tu vois la richesse ici, le Québec? Et pour toi, c'est quoi ça qui signifie vraiment la richesse ici? Numéro 1, faire ce que tu veux, quand tu veux, avec qui tu veux, où tu veux. Ça, c'est comme numéro 1, c'est comme, tu sais, j'ai tout le temps dit depuis que j'ai 18 ans, je veux que l'argent pour moi, ce soit comme des jetons quand tu joues à un jeu de société puis que you don't give a shit, tu comprends? Tu fais comme, c'est pas grave. J'ai toujours voulu que j'ai envie d'aller au resto puis je regarde pas le prix, je regarde ce que j'ai envie de manger à soir, tu comprends? Depuis que j'ai 18 ans, j'ai ce mindset-là de je veux n'avoir aucune limite de qu'est-ce que j'ai envie de faire. Hey, on part demain à Dubaï. Ouais. Go! Tu comprends? C'est comme, j'ai envie de juste faire ça. Ça, c'est numéro 1 au niveau de l'argent. C'est même pas une question de j'aime l'argent, j'aime juste les possibilités de ce que l'argent, ça permet de faire. Ça, c'est numéro 1. Numéro 2, c'est, tu sais, ma femme, dans le fond, elle est en affaires pendant longtemps, elle a eu énormément de succès, puis comme, là, aujourd'hui, tu sais, elle est femme à la maison, puis elle développe son petite entreprise, mais comme, pour moi, c'est d'avoir du temps de qualité avec les gens que j'aime. C'est juste et give back. Fait que, pour moi, de voir ma femme pouvoir focuser sur elle, elle prend soin d'elle, ou elle va au gym. Moi, j'arrive à la maison, puis comme, à faire manger, la bouffe est prête, tout. Puis elle, ben, elle a pas le stress que moi, je vis. Là. J'avais des cheveux blancs à 25 ans. Coaching, crypto, man. Comme, on vit du stress dans le day-to-day. Puis pour moi, de just give back d'une façon à ce que je dis à ma femme, hey, tu sais quoi, le succès qu'on a fait en couple m'a permis de dire, hey, tu travailles plus, focus sur toi, fais ce que tu as envie de faire. Puis là, elle a comme cool-off un petit peu. Elle était partner pour une business de coaching, justement, puis elle avait beaucoup de succès. Puis là, dernièrement, elle cuisine beaucoup, elle fait des gâteaux, puis tout ça. Puis là, elle se fait approcher par une compagnie Vela, qui est la compagnie de vélo, tout ça. Puis ils ont commencé à y acheter comme des petites bouchées santé, puis tout ça. Puis c'est pas payant, elle fait pas d'argent que ça, mais elle aime tellement ça. Puis moi, je l'aime voir faire quelque chose qui la passionne, même si elle est pas... Même si ça nous coûte de l'argent qu'elle opère sa business, si elle aime faire ça, moi, ça me rend heureux. Fait que pour moi, le succès, c'est... on en a parlé au niveau de l'argent, puis après ça, au niveau des relations. Puis après ça, ben... At some point... mes parents, comme c'est quelque chose que je veux éventuellement arriver puis dire à papa, maman, comme, t'as-tu vraiment envie de continuer à travailler ou tu veux dire stop, tu comprends? C'est ça. C'est ça que j'avais posé comme question avec tous ces revenus et le business qui roule. La question que je vais te poser aussi, c'est pourquoi tu restes au Québec? Pourquoi, par exemple, il y a beaucoup, on va dans des paradis fiscaux, on va à Dubaï, on va à Miami, on va dans d'autres pays. Toi, pourquoi le Québec, tu restes? J'ai essayé d'aller au Mexique pendant la COVID 6 mois. Puis, les gens, souvent, ils vont dire « Ah, ben là, je veux pas payer d'impôts, je vais aller ailleurs. » Mais ailleurs, c'est pas tout le temps aussi beau que qu'est-ce qu'on voit sur les médias sociaux. Le Mexique, c'est cool, mais
je sais pas si j'élèverais une famille là-bas. Puis moi, je suis un gars que j'adore le hockey. Moi, j'aime ça, je joue au hockey. Hier soir, j'ai joué au hockey à 10h, tout ça. Je suis un goaler. Comme il n'y a pas tant de hockey au Mexique, tu comprends? Tu t'en vas non, mais tu sais, tu t'en vas au Panama. Cool, OK, nice, pas d'impôts, mais comme ma team de hockey est ici au Québec, tu comprends? Québec, mes parents sont ici, mes relations sont ici. Fait comme, je sais pas si je vais pas le faire un jour, mais tu sais, j'aime pas tant l'hiver. OK, là, je me suis tendu dans le nord, mais tu sais, j'aime l'hiver, mais j'aime pas tant l'hiver. Mais là, j'ai trouvé une façon d'aimer l'hiver en juste la coupant. Tu comprends? C'est comme, là, on est au mois de décembre, là, je reste jusqu'à Noël. Le mois de janvier, je pars 2-3 semaines. Fait que je m'arrange pour me mettre dans une position que je suis capable d'aimer le Québec, tu comprends? Parce que l'été, là, honnêtement, le Québec, il n'y a pas grand place qui bat l'opportunité. Tout ici, la température est nice. Le Québec, c'est cool. Tu sais, il y a juste l'impôt, mais à some point, c'est comme, je suis capable de payer un prix pour avoir tout ce qu'on a ici, parce que, tu sais, on parlait justement de Dubaï, tu t'en vas là, tout ça. C'est loin, là. Tu sais, mettons, moi, je suis content pour toi, tu t'en vas là, tu vas triper, c'est sûr. Moi, je me dis, OK, mais c'est quand mon père qui a de la misère à venir me voir à Montréal, de la Beauce, il va venir me voir à Dubaï, tu sais, fait que ça m'éloigne de ma famille, de mes amis. Tu t'en vas t'en faire là-bas, ça, c'est sûr. Mais je suis comme, I'm not ready yet, tu comprends? Et Miami, parce que justement, tes meilleurs amis, acolytes, Thomas, il est là-bas. Je le ferais pas 12 mois par année. 12 mois par année. Mon plan, c'est, en tout cas, de ce que j'ai en tête, parce que j'ai même beau dire ça là, je peux avoir tu peux me réinviter dans 3 ans pour avoir une autre conversation. Là. Dans 3 ans, j'ai aucune idée où ce que je vais être. T'sais, si tu m'avais dit, il y a 4 ans que je vais être ici, là, j'ai aucune idée. Fait que, pour l'instant, comment je le vois, c'est que je vais toujours avoir un pied au Québec. Un pied de au moins 6 mois, 8 mois au Québec. Puis peut-être avoir un 4 à 6 mois que je ferais comme 3 mois Floride, 3 mois Panama, tu sais, parce que j'ai mon partner. Jusqu'au jour à un moment donné, tu peux avoir plusieurs investissements. Tu as un investissement en Floride, un investissement ici. C'est ça l'idée, c'est ma vision, c'est d'avoir plusieurs investissements. Exact. Et après, de choisir un peu où tu veux être. Ouais. Tu peux être 6 mois à Dubaï, t'es 6 mois au Canada. Ouais. Tu choisis un peu où tu veux être. Ça serait ça le plan. C'est un peu la vision que j'ai aussi. Ouais. Toujours avoir un pied. Moi, là-bas, je suis français, donc moi, là, je vois même plus Québec. Moi, je veux d'abord la France. Moi, je suis de Paris. J'ai envie de retourner au Bercail. J'ai envie de retourner dans ma France. Là. Je sais que la France, c'est pas facile, mais pour moi, tes racines, tu sais. Avoir une propriété comme à Monaco, à Saint-Tropez ou autre, en France, c'est ça aujourd'hui qui me drive un peu plus, tu vois. Ouais. J'aime le Québec, mais moi, je suis français, tu comprends? Ouais. 100%. 100%. Donc, j'ai envie d'avoir un pied aussi là-bas et être en mesure d'être un peu partout. Je suis au Québec depuis 2010. Mais là, je pense que des fois, ma famille est en France. Hein. Ouais. Tu vois, quand tu parlais de famille, ils sont en France. C'est sûr que mes sœurs et tout sont venus ici, mais la majorité de ma famille, mes parents sont en France. Ils viennent te voir souvent? Ils viennent souvent. Ah, that's the thing. Ma mère, elle vient comme tous les 2-3 mois, elle est là. Ah, OK. Ça, mais quand je vais en France, ils sont tous là. Ouais, ça, c'est cool. Donc, mais c'est vraiment intéressant. J'aurais une dernière question pour toi. C'est quoi une journée typique avec... Non. Ouais. Je vais parler d'abord de voiture, parce que toi, t'es un fan de voiture, non? Oui. T'as toujours eu des belles voitures. Ouais, toujours. Pourquoi la R8? Parce que qualité-prix, je pense que c'était vraiment dans le mieux. Tu sais, moi, la voiture, je l'ai payé cash. Là, tu comprends? Quand je l'ai acheté. Ouais, parce que dans le temps que je la magasinais, ça faisait 2 ans, les taux d'intérêt étaient comme à 10% environ. Puis c'était comme juste en intérêt, ça me coûtait 2000$ par mois. Fait que j'étais comme, tu sais, c'est complètement stupide, tu comprends? Mais fait que 100, juste... 250, allez. J'aurais pas mis 400 000 cash dans une Huracan, exemple, mais de mettre, exemple, 200 dans une R8, je suis comme, OK, tu sais, ça. Je sais, que je ferai pas d'argent, mais j'en perdrai pas. C'est comme un placement, au pire. Puis, tu sais, la R8, c'est littéralement la Huracan sur un autre frame. C'est toutes les mêmes pièces, tu comprends? La Huracan est faite avec les pièces de la R8. Fait que c'est pas mon dream car. C'était un char de rêve. J'ai eu la Porsche GT4, j'ai eu la Nissan GT-R. À ce temps-là de ma vie, c'était mon dream car. Mais ce printemps qui arrive, je vais probablement aller me chercher quelque chose de très nice. Ah ouais? Surprise? Ouais. C'est plus vers Porsche. C'est un V12. V12. Mais j'arrête là. Ouais. Et là, du coup, tu vas faire quoi? Tu vas la rouler seulement en été, puis en hiver, elle rentre? Ou là, ta R8, tu roules avec durant l'hiver? Non, elle est rangée. Là, j'ai un gros Yukon l'hiver. C'est ça, donc l'hiver, il faut rouler avec des voitures. Moi, je suis dans le nord, fait que j'ai pas le choix d'avoir un gros véhicule, mais honnêtement, tu sais, la R8, c'est cool quand tu vas au gym. Puis tu fais une lumière, un stop, le gym. Mais si, exemple, je vais voir ma famille en Beauce, là, c'est horrible. Horrible.
3-4 heures de route là-dedans, c'est pas cool. C'est pas cool. Fait que moi, pour moi, j'ai développé une passion pour les gros SUV là, depuis que je fais de la route un peu. Là, la Urus, peut-être? J'aime pas le Urus. Pourquoi t'aimes pas le Urus? C'est trop... Parce que honnêtement, c'est... pour moi, un SUV, il faut que ce soit une grosse pantoufle. Comme le G-Wagon, Brabus? Même pas. Plus gros que ça. Ben juste Yukon, Cadillac. Moi, Cadillac. Tu comprends? Mon dream SUV, puis là, quand j'ai ramassé lui que j'ai là, c'est ma femme qui le conduit. Là. Fait que, tu sais, le Yukon ou le Cadé, pour moi, c'est l'ultime SUV parce que c'est gros, t'as de la place, tu sais, je suis goaler, fait que ça me prend de la place et tout ça, puis c'est confortable. Tu roules avec ça, puis c'est comme les bosses, t'es sens pas. G-Class, c'est comme un petite voiture sur un gros frame de char. Ouais. Je trouve que ça cogne dur, tu comprends? Cogne dur, ouais. Puis même chose pour un Urus, tu as une expérience de conduite, mais moi, quand j'achète un SUV l'hiver, je veux pas une expérience de conduite. Un char d'été, tu veux une expérience. L'hiver, tu veux du confort. Confort. Fait que pour moi, c'est couler dans le béton que c'est un gros caddie de quoi black on black, that's it. That's it. Et après, tu peux avoir ta voiture sportive. L'été. Comme un 2 portes, une Porsche, une Urus, une Lamborghini. Exact. Même s'il y a beaucoup de trous, on s'y fait. Exact. Puis si t'as une longue route à faire, ben, tu prends le gros char, that's it. OK, pour finaliser, j'aimerais te poser une dernière question. C'est quoi une journée typique avec Alexandre? Comment ça fonctionne? Tu travailles le matin, tu vas au gym. C'est quoi une journée typique avec toi? Ouais. On va justement le filmer. C'est the next thing. Mais moi, je me lève généralement très tôt le matin. Tu sais, si je vais au gym, best case scenario à 6 heures, worst case scenario, j'essaie d'aller à 6h30. Fait qu'entre 6-6h30, premièrement, je fais toujours, pour ma communauté, c'est quelque chose de fou, c'est que moi, je fais des analyses techniques à chaque matin dans ma communauté de crypto, que j'analyse le marché en live, dans le fond, puis je poste ça aux alentours de comme 5h30 le matin. Moi, je me lève à 5h, 5h15, je fais mes petits trucs, puis là, je fais un technical analysis, un loom, dans le fond, qui dure à peu près 30 minutes, que j'explique ce que je vois dans le marché aujourd'hui. Après ça, c'est fait. Je prends mon pre-workout, paf, on s'en va au gym. Fait qu'à 6-6h30, je m'en vais au gym, je m'entraîne un 45 minutes, 50 minutes. Je reviens à la maison, sauna. J'ai acheté la maison en conséquence de ça. Fait que sauna 15 minutes, après ça, bain froid. Le bain froid. T'as déjà fait des bains froids? Non, je teste. OK, là, j'embarque dans le bain froid. Puis le bain froid, là, c'est comme un start of the day. Là. C'est comme, t'embarques là-dedans à 3 degrés, tu restes là 3 minutes, tu sors, t'es comme, hey, ready to have a big day. Puis après ça, ben, je commence mes calls, puis whatever I have to do. Je travaille beaucoup. La semaine, je travaille énormément. Si c'est pas pour des calls sur le nouveau projet avec l'app, si c'est pas pour recruter des nouveaux vendeurs, tout ça, un peu de ressources humaines, besoin de craquer tes gars, clients, plein de choses. Honnêtement, j'ai plus d'horaire fixe de comme. J'ai plus comme un genre de ben voici ce que je fais à chaque jour. C'est très freestyle ce que je fais. Les lundis, c'est ma journée rendez-vous. Là. C'est tous les rendez-vous de l'équipe, on le fait les lundis, mais sinon, le reste de la semaine, c'est vraiment freestyle. Puis après ça, ben, ça ressemble pas mal à ça. Fait que c'est pas. Puis, tu sais, si j'avais à mettre, exemple, Tom, puis je mettais une caméra sur moi, là, 24/7, là, puis c'est juste. Pour être 100% transparent, là, ma vie, en ce moment, n'est pas inspirante. Là. Non, mais pour vrai, les médias sociaux, la R8, la maison, nanana, le sauna, le bain froid, mais oublie cette partie-là, mets une caméra les autres 12 heures de ma journée que je travaille, je pense que j'enlèverais l'envie à plusieurs d'être un entrepreneur. C'est ce que je disais. Je disais qu'on voit trop juste le bon côté. C'est pour ça que je pense qu'il faut qu'on montre aussi l'autre côté. Et les gens, ils peuvent envier, mais ils savent pas le travail qu'il y a derrière. Ah, man, c'est du stress, c'est de la gestion de merde. Regarde mes cheveux. Ah ouais, là, t'es bon, là, moi. mais en même temps, comme je te dis, tu en as amour avec le process. Fait même si je mets des 12 heures puis tout ça, j'enjoy le process, j'enjoy la drop qu'on remonte le mois de meilleur mois à meilleur mois chaque mois. Fait que même si moi... C'est parce que l'affaire, c'est que moi, je le sais ce que ça prend pour se rendre là. Mais la majorité des gens qui veulent avoir du succès sont c'est correct de les inspirer, mais en même temps, c'est correct. Moi, je pense que c'est bon aussi de les préparer pour ça. Puis je pense que oui, t'as raison qu'on monte peut-être pas assez on monte un peu le côté comme trop glamour d'être un entrepreneur, mais on monte pas assez le côté raw de comme this is the shit you have to do. Mais si j'avais une caméra 24/7 sur moi, c'est comme je te dis, très freestyle, puis en ce moment, pas très cool en termes de day-to-day, mais les résultats sont là, puis comme j'ai tout le temps dit, le but, c'est que c'est un process de 10 ans à comme bûcher, puis do whatever I have to do, puis après ça, ben écoute, c'est sûr qu'il
Il y a un côté enjoy qui vient. Là. Parfait. Donc, du coup, j'aimerais que tu puisses donner un dernier conseil aux entrepreneurs qui nous écoutent, qui veulent réussir comme toi, à avoir peut-être 150 leads par jour et autres, ou réussir dans le business, et qu'à la fin, que tu nous dises où on peut te retrouver sur les réseaux sociaux. Ah, c'est une bonne question. C'est mon gars de marketing qui devrait... mais pour vrai, tu sais, qu'est-ce qu'on fait pour avoir beaucoup de leads? Mais même en général, pour que quelqu'un réussisse, mais tu peux dire lead, mais en gros, pour que quelqu'un réussisse dans l'entrepreneuriat, tu peux commencer avec les leads et puis après donner un conseil pour réussir en entrepreneuriat. Bon, do whatever it takes, puis aie pas peur de ce que les autres pensent de toi sur les médias sociaux, parce que moi, ça a peut-être pas l'air de ça, mais j'ai eu un sentiment de... Tu sais, il y a des choses, mettons, que je regarde même pas mes commentaires sur mes pubs, tu comprends? Parce que sinon, j'aurais envie de fight avec le monde, tu comprends? Ouais. Ça me... Mais, tu sais, il y a des fois, il y a des gens, des fois, qui me voient faire des vidéos, puis tout ça, puis il est comme, hey, tu sais, il s'en fout de ce que le monde pense, puis tout ça. Aujourd'hui, oui. Back then, t'as pas idée à quel point ça m'impactait l'opinion puis les commentaires. Ouais. L'humain n'est pas fait pour accepter ce genre de feedback négatif-là. C'est dur, hein? Moi, je regarde plus. C'est vraiment dur. Puis la chose que je me brainwash à penser, c'est que, tu sais, comme si vous écoutez une vidéo de quelqu'un hier, exemple, puis on passe une semaine, qui se souvient du ad qu'il a vu une semaine ou du vidéo qu'il a vu? Personne. L'humain a une attention inférieure au poisson rouge, man. Fait que moi, la chose que je me brainwash quand je fais des vidéos, c'est OK, il va peut-être m'écouter, il va dire ah, il m'énerve. Aussitôt qu'il a dit il m'énerve, puis il a switch, puis il a slide off, j'existe même plus dans sa vie, tu comprends? Il est rendu ailleurs. Fait que do it for you, puis do it for the right person. Tu comprends? Fait que des fois, on fait les vidéos, puis on fait du contenu, puis on fait du training, puis on pense souvent qu'est-ce que les gens vont penser, comment ils vont me critiquer. Puis on pense toujours au côté négatif, mais moi, j'ai commencé à faire comme hey, ces gens-là, dans 10 secondes, je suis plus dans le vie, on tourné la page, ils sont rendus ailleurs. Mais je le fais pour le pourcentage des gens que je vais avoir un réel impact. Tu sais, les gens qui vont m'écouter puis vont faire hey, ça, j'avais besoin de ça aujourd'hui. Genre, j'avais besoin de voir ton vidéo. Aujourd'hui, j'ai commencé à faire les vidéos pour ces gens-là, puis j'ai tracé une ligne entre, tu sais, je me fous des commentaires des gens, puis comme, hey, juge-moi, dans 15 secondes, tu vas m'avoir oublié. Anyways, tu comprends? Fait que ça, c'est numéro 1, parce que je pense que dans la content creation, il y a beaucoup de gens qui s'empêchent de go out there puis de faire du contenu à cause que, hey, qu'est-ce que les gens vont penser, tu sais? Fait que ça, moi, ça m'a pris du temps à surmonter. Moi, aujourd'hui, tu sais, même Thomas, il voulait me faire des choses tantôt. Il voulait que je fasse la danse à Trump, tu sais, Trump, quand il célèbre comme ça. Il voulait que je fasse cette danse-là, puis je suis comme, dude, tu peux pas me faire ça. Puis il est comme, Alex, nanana. Puis j'étais, alright, fuck it, I'm doing it, tu comprends? Puis non seulement ça, mais j'ai fait un story tantôt, puis j'ai dit, hey, by the way, j'ai dit, je m'apprête à faire quelque chose. Puis j'ai dit, c'est pas mon idée, c'est son idée. Puis j'ai dit là, si je passe si j'ai l'air d'une bine sur les médias sociaux, c'est de sa faute. Puis j'ai eu genre 100 réactions sur ma story. Puis le monde sont comme, ah, c'est drôle. C'est comme, tu peux quasiment tourner ça à la blague d'avoir l'air un peu stupide sur les médias sociaux, puis drôle, puis tout ça. Il y a des choses que tu peux pas faire, mais comme, tu vois où ce que j'en ai avec ça. Fait que numéro 1, c'est ne pas avoir peur de l'opinion des gens, just do it anyways. Numéro 2, c'est de pas déléguer trop vite. Fait qu'il y a beaucoup d'entrepreneurs, puis surtout dans le coaching, ils se lancent, puis ils veulent juste coacher. Ils veulent juste enseigner what they like, puis ils veulent déléguer le sales team. Ils veulent déléguer le marketing. Puis le fait qu'ils comprennent tellement rien de ce qu'ils font dans leurs opérations, ils délèguent souvent aux mauvaises personnes. Fait que if it's shit, they don't know it's shit parce qu'ils l'ont jamais fait eux-mêmes. Fait que c'est comme, ah ouais, mais là, mon closer, il a 19% de taux de close, mais il m'a dit que les leads sont pas bons, fait qu'il doit avoir raison. Non. Tu pourrais avoir 40, mais tu le sais pas parce que tu n'y as jamais été. Fait que le fait que tu es tellement déconnecté, tes chiffres sont juste atroces, puis tu le sais même pas parce que tu l'as pas fait. Fait que si tu peux expérimenter d'être un setter avant de déléguer d'être setter, just do it. Si tu peux être un closer, puis closer tes pop courses, puis voir à quel point tu es capable de le milk. T'sais, tu rentres sur un call de close, t'en fais 10, t'es capable de closer 5 sur 10. Ben après ça, tu le sais qu'il y a au moins un body qui peut te remplacer et d'en faire 4. Tu comprends? Si en fait 1 sur 10, t'es comme, moi j'en faisais 5. Might be wrong. Tu comprends? Fait que 1, tu set. 2, tu closes. 3, tu coaches. Parce qu'après ça, tu vois tes élèves, quel avatar que tu peux adapter ton marketing en fonction de ça. Puis ta formation, tu peux pas faire coacher par quelqu'un d'autre que toi. C'est toi qui build le course. Puis même chose au niveau du marketing. Tu sais, moi, mon partner, c'est un pro du marketing. Mais je le questionne des fois à savoir comme, hey, le coût par lead est combien? Le coût par... OK, pourquoi on est comme ça? Qu'est-ce qu'on...
Puis même si je le sais que c'est pas moi qui va le faire, je le questionne pour ne pas juste comme laisser ça dans l'air, tu comprends? Tu dois maîtriser ton business, tous les aspects de ton business, tu dois les maîtriser. Fait que ne pas déléguer trop vite. Puis ça veut pas dire de devenir un master setter, ça veut pas dire d'être un master dans toutes les sphères, mais ça veut dire touche un peu à toutes les sphères, puis au moment que tu sens que comme, OK, là, t'as trouvé, tu sais, comme tu l'as fait assez pour être capable de trouver quelqu'un qui va bien le faire, puis tu vas être capable de juger qu'il le fait bien, là, tu peux mettre un chapeau sur une position, puis tu peux après ça passer à un autre. Fait que ça, c'est l'autre chose. Puis après ça, ben, il y a quelque chose qui s'enseigne pas, comme je parlais tantôt, qui est d'être in love with the process. Puis ça, je pense que c'est comme basé sur tes valeurs, basé sur à quel point comme les choses qui se sont passées dans ta vie, etc. Mais il y a des gens que c'est comme they're just there for the money, puis aussitôt qu'ils ont de l'argent, they're good. Puis il y en a d'autres que c'est comme inner, qui ont une mission plus grande que l'argent, puis qu'ils vont faire 10, 15, 20, 30 millions, puis ils vont still think they're fucking poor, puis ils vont juste, tu sais, tu comprends? Fait que moi, je suis ce genre de personne-là qui est comme, c'est plus l'argent qui me drive, c'est la mission, c'est la vision, puis that's it. Super. C'est où qu'on peut te retrouver? YouTube, Alexandre Doyon, Instagram, Alexandre Doyon, Facebook, Alexandre Doyon. Fait que c'est vraiment, même si, tu sais, c'est Club Crypto, on brand tout dans le fond sur Alexandre Doyon. Puis après ça, parfait. J'ai un petit cadeau pour toi, c'est mon livre, Faire la différence. Love it. Je te l'offre. Thank you, mon homme. Ça parle du parcours d'entrepreneur. Ouais. Merci. Sure, man. Nice. Et c'est ça, tu pourras lire, c'est Faire la différence. J'explique un peu mon parcours sur comment tu peux partir de rien, être expatrié de la France, venir au Québec et réussir à faire quelque chose après 10 ans, avec les erreurs que j'ai faites et autres. Donc franchement, Alexandre, c'est un super podcast. Je pense que tu as appris vraiment à beaucoup de monde, beaucoup de choses aujourd'hui. Ça va être super intéressant. Je te remercie d'être venu. Éventuellement, on espère se voir à certains masterminds et autres. Absolument. Puis en plus, là, tu as donné des beaux conseils. Même moi qui étais moins dans la crypto, à cause de toi, je vais revenir encore plus dans la crypto. Je te mentirais. Bitcoin va-tu à 1 million? Tu crois aussi qu'il va à 1 million? Il va dépasser 1 million, je crois. Moi, je pense que Bitcoin va à 1 million. Merci, Alexandre. Merci, man. Ciao.